Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et nous allons aujourd'hui tenter de comprendre ensemble comment investir dans des fermes ou en tout cas dans des projets qui ont une vocation agricole. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Vincent Cros. Bonjour Vincent Cros. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur de Ferme en Vie, que l'on peut également appeler FEV, puisque votre site c'est fev.co. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que fait FEV, sachant que vous proposez à des épargnants, à des citoyens d'investir dans des projets agricoles? Oui, tout à fait. Donc, on a créé une foncière solidaire qui a un double objectif. De faciliter le renouvellement des générations, puisque la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années, et de transition agroécologique, avec l'objectif de faciliter des installations pour renouveler ces départs à la retraite par des installations plus vertueuses pour l'environnement. Et donc la foncière achète des fermes pour ensuite les mettre à disposition de ces jeunes qui souhaitent s'installer et qui n'ont pas les capacités financières de financer ces fermes. Donc vous achetez des fermes en exploitation mais qui ne trouvent pas repreneur finalement à la fin de l'exploitation, et ensuite vous mettez en relation avec de futurs agriculteurs ou de futurs fermiers qui ont envie de se lancer dans un projet comme celui-là. Oui, tout à fait. Alors en général, quand on les achète, on a déjà trouvé, on sait quel est le fermier qui va s'installer derrière. Okay. Mais en effet, on les achète en général à des personnes qui partent à la retraite. Et donc on cherche des porteurs de projets et on essaie d'accompagner les porteurs de projets qui ont des projets plus vertueux pour l'environnement. Et donc une fois qu'on a trouvé une ferme à acheter ainsi qu'un projet qui nous semble à la fois viable d'un point de vue économique et conforme à la charte agroécologique assez ambitieuse qu'on a définie, on va organiser l'acquisition pour permettre à cette personne de s'installer. Ça veut dire qu'on peut changer totalement d'activité entre le moment où il va y avoir l'acquisition de la ferme et le moment où la nouvelle activité va démarrer en lien avec la charte agroécologique dont vous parlez? On peut changer complètement d'activité ou on peut reprendre une activité assez proche de la précédente mais en changeant peut-être un petit peu les pratiques. Donc un exemple, là par exemple on a acheté récemment une ferme dans les Landes assez grande par rapport à ce qu'on finance, qui fait 190 hectares. D'accord. Et jusqu'à présent c'était une ferme qui était en grande culture, donc c'était du maïs sur 190 hectares en culture assez intensive. Et là on a un porteur de projet qui s'installe pour développer une dizaine de productions différentes, toujours en grande culture, en céréales, mais avec une grosse diversité, avec des pratiques un peu plus vertueuses qui vont permettre de stocker plus de carbone, de mieux stocker l'eau également dans le sol. Donc on est dans la continuité, mais tout en changeant quand même les pratiques de manière assez importante, ce qui permet de régénérer les sols et d'avoir un impact positif à la fois sur le carbone, la biodiversité et la gestion de l'eau. Bon, on rentrera dans un instant un peu plus dans le détail sur la façon dont vous sélectionnez peut-être les projets, mais juste avant, je propose d'inviter les épargnants quand même à comprendre où est-ce qu'ils sont dans ce système. Donc vous achetez les projets agricoles, les fermes, les terrains également, si je ne dis pas de bêtises, c'est une foncière donc vous achetez les terrains, mais vous avez besoin de fonds pour ça, et c'est là où vous faites appel aux épargnants pour vous accompagner. Exactement. Donc la foncière, elle est aujourd'hui essentiellement financée par de l'épargne citoyenne. D'accord. Donc c'est des personnes qui investissent à partir de 500 €, et puis pour certains plusieurs dizaines de milliers d'euros, et qui en fait achètent des parts de la foncière et donc deviennent propriétaires d'un bout des fermes qui sont achetées par la foncière. Ils n'investissent pas dans un projet directement, ils investissent au sein de la foncière parce qu'ils font confiance à la stratégie de la foncière qui ensuite va investir elle-même dans différents projets agricoles. Exactement, c'est ça. Ils investissent dans ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans l'immobilier avec les SCPI, parce qu'ils investissent dans une structure qui va mutualiser ensuite des investissements dans différents projets. Donc vous l'avez dit, c'est de 500 à plusieurs milliers d'euros. Vous avez une idée du ticket moyen aujourd'hui à partir que vous constatez sur la plateforme? Oui, alors aujourd'hui, la foncière existe depuis juillet 2021. On a collecté quasiment 7 millions d'euros auprès d'à peu près 700 personnes. Donc on a un montant moyen d'investissement qui est de 10 000 €. D'accord. Donc avec des assez grosses différences, parce que donc les premiers c'est 500 € et ensuite ça monte, on a notre plus gros investissement qui est de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et alors comment ça se passe pour l'épargnant? Alors effectivement, ensuite on est propriétaire de parts de foncière. Est-ce que fiscalement ça a une incidence particulière pour l'investisseur qui s'est positionné? Oui, en fait la foncière a un agrément de l'économie sociale et solidaire, agrément ESUS, qui permet aux gens qui investissent dans la foncière de bénéficier de 25% de réduction d'impôt. Ce qui rend les choses intéressantes d'un point de vue financier, parce que c'est vrai que les deux premières raisons pour lesquelles les gens vont investir dans cette foncière, c'est de faire quelque chose d'utile et de concret d'un point de vue social et environnemental avec leur épargne, de le faire sans prendre
un très grand risque parce qu'ils investissent dans un actif tangible qui est la terre agricole et qui a vu sa valeur progresser assez régulièrement dans le temps historiquement. Parce qu'on investit dans la terre, on n'investit pas dans le projet de l'agriculteur, on investit dans la terre pour le coup. Oui, on investit dans le foncier. Donc le foncier, c'est la terre et un peu des bâtiments. Mais aujourd'hui, dans la valeur de ce que détient la foncière, c'est 80% de terre et 20% de bâtiments. D'accord. Mais c'est vrai qu'on n'achète pas tout ce qui est matériel, équipement, qui eux sont financés directement par l'agriculteur. Je pose la question parce qu'effectivement, quand on voit que vous achetez donc du foncier, mais parce qu'il y a effectivement manque de repreneurs sur un projet particulier, vous allez sélectionner un futur repreneur. Si son activité ne marche pas pour une raison X ou Y, est-ce que ça a un impact sur le rendement potentiel pour l'investisseur ou il suffit de mettre quelqu'un d'autre à la place et d'espérer que ça reparte? Alors, il suffit en effet C'est peut-être pas si simple que ça. Ça. Il suffit de le remplacer théoriquement. Après, c'est vrai que c'est pas simple parce que en fait, s'installer en agriculture, c'est souvent le projet d'une vie. Donc, bien sûr, ouais. Trouver la bonne personne qui reprend l'activité d'une personne qui aurait failli, c'est pas forcément évident. Et on en trouve, justement... il y a beaucoup de candidats pour justement se positionner à la reprise de fermes que vous avez acquis. Alors, en général, justement, ce que je disais tout à l'heure, on achète les fermes quand on sait qu'on a déjà un porteur de projet qui va s'installer sur la ferme. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore eu de défaillance et donc de remplacement à faire. Mais ça arrivera. Et en effet, il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'installer aujourd'hui. Alors, pas assez pour combler les départs à la retraite qui sont trop nombreux par rapport aux gens qui s'installent aujourd'hui. Mais justement, l'idée de cette foncière, c'est aussi d'essayer de casser un frein à l'installation parce que le financement et l'accès au foncier est un frein à l'installation pour beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est un changement de paradigme par rapport à il y a 15-20 ans. Les 2/3 des personnes qui s'installent hors cadre familial, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui vont hériter des terres de leurs parents. Ouais. Et pour ces gens-là, l'accès au financement pour financer du foncier agricole, c'est quelque chose qui est indispensable et qui est nécessaire. Et pourtant, oui, effectivement, il y a des gros besoins d'investissement. Comment est-ce que vous sélectionnez du coup les projets sur lesquels vous décidez de vous positionner? En fait, on fait une analyse à la fois sur la viabilité économique du projet, et en particulier en regardant l'expérience de la personne, en essayant de voir si son projet nous semble viable d'un point de vue économique sur le long terme. Et on vérifie qu'il est conforme à une charte agroécologique assez ambitieuse qu'on a définie. Et ensuite, la dernière vérification qu'on fait, c'est est-ce qu'on achète la ferme à un bon prix, parce que justement, dans le cas où le projet ne fonctionnerait pas bien, il faudrait qu'on puisse soit retrouver un locataire, soit vendre la ferme sans faire perdre de l'argent aux gens qui ont investi dans la foncière. Et donc c'est un peu les trois choses qu'on regarde. Et une fois que ces trois sujets sont ouverts, on peut organiser l'acquisition et on se lance sur l'acquisition. Une question plus côté investisseur ou épargnant. Alors effectivement, on a évoqué les montants. Est-ce que vous avez une idée de la durée de détention peut-être obligatoire dans un premier temps côté investisseur ou moyenne tout simplement que vous constatez vis-à-vis des investisseurs? Alors, d'un point de vue statutaire, les parts sont inaliénables pendant 3 ans. D'accord. Les gens sont tenus de rester pendant minimum 3 ans. Et après, la réduction d'impôt dont peuvent bénéficier les particuliers est liée à une détention des titres de 7 ans minimum. D'accord. Donc, c'est plutôt un investissement long terme et l'objectif, c'est plutôt de rester au moins 7 ans dans ce genre d'investissement. Donc là, la foncière ayant moins de 2 ans, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de les gens ne sont pas partis, oui, voilà, c'est ça. Mais on sait que sur ce genre de projet, en général, il y a la moitié des personnes qui ont investi qui vont désinvestir au bout de 7 ans pour réinvestir ou réinvestir dans autre chose. Et puis la moitié qui reste encore plus long terme. Est-ce qu'on investit dans ce type de projet lorsqu'on est à la recherche d'un rendement particulier? Est-ce qu'il y a un rendement proposé quand on investit dans la foncière FEV? Alors, le rendement est relativement limité parce que les locations sur de l'agricole sont à des prix un petit peu assez faibles. D'accord. Malgré tout, ce qu'on vise sur la revalorisation de la part annuelle, c'est du 2 à 3% par an en moyenne. Donc, c'est pas très élevé. Mais le rendement total doit se regarder avec la réduction d'impôt. Et quand on prend en compte la réduction d'impôt, on arrive sur des taux de rendement qui sont assez intéressants. On dépasse les 5% après imposition. Alors, vous nous avez évoqué l'agrément ESUS. Je rappelle que vous êtes également labellisé par Finansol. Tout à fait. Dernier mot sur le risque. Alors, vous l'avez rapidement évoqué. Est-ce qu'il y a des risques quand même à avoir en tête lorsqu'on est investisseur et qu'on veut investir dans FEV ou dans des fermes via une foncière? Le risque, il est 100% corrélé au marché des terres agricoles.
qui historiquement est assez peu volatile et qui a progressé assez régulièrement dans le temps. Maintenant, il y a aussi un risque sur le fait, on en parlait tout à l'heure, de ne pas avoir de locataires et donc de ne pas avoir de paiement de loyer pendant un certain temps, ce qui pourrait diminuer le rendement potentiellement. Et justement, c'est là notre rôle de bien choisir les porteurs de projets qui vont s'installer et de les accompagner, ce qu'on fait également pour essayer de les aider à viabiliser leurs projets et faire en sorte que leurs projets perdurent dans le temps et ne s'arrêtent pas au bout de quelques années. Il y a un accompagnement de votre part à la suite du projet, une fois que le projet est lancé, ou peut-être d'autres structures? Alors, on demande à ce que les porteurs de projets soient accompagnés d'un point de vue technique par des structures qui ont l'habitude de faire ça et qui sont tout à fait compétentes. Et nous, on essaie de les accompagner sur des sujets un peu plus macro. On essaie de les faire réfléchir à la diversification de leur exploitation, à la transformation éventuelle de leur production pour essayer de créer plus de valeur et à des sujets comme l'agritourisme ou l'énergie, des projets d'énergie solaire sur les toitures, par exemple, ce genre de choses. Pour diversifier l'activité ou en tout cas réduire les charges liées à une exploitation agricole, j'imagine. Exactement. Ouais. Merci beaucoup Vincent Croze d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Ferme en Vie. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.